Angola, Adalberto Costa Junior est le nouveau dirigeant de l'UNITA, le principal parti d'opposition. Il remplace Isaias Samakuva, qui a démissionné après 16 ans à la tête de la formation politique. Au Soudan, un juge a fixé au 14 décembre le verdict dans le procès pour corruption du président déchu Omar El-Béchir, poussé au départ en avril dernier par un mouvement de contestation inédit après 30 ans au pouvoir. Et puis, le bureau du FMI au Bénin a procédé à une présentation de l'édition d'octobre 2019 des perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. Le document prévoit une croissance de 3,2% dans cette région en 2019. Voilà pour les titres. Nous sommes le 17 novembre de l'an 2019. Bienvenue à tous. En Angola, Adalberto Costa Junior est le nouveau dirigeant de l'UNITA, le principal parti d'opposition. Il a prononcé un discours devant les militants du parti après son élection pour remplacer Isaias Samakuva, qui a démissionné après 16 ans à la tête de cet ancien mouvement rebelle. C'était lors d'un congrès de 3 jours du parti à Luanda. Reportage. Le parti d'opposition angolais UNITA s'est choisi Alberto Costa Junior comme nouveau dirigeant. Avant d'être élu à la tête du parti, Alberto Costa Junior était le chef du groupe parlementaire de l'opposition. Il a été désigné pour avoir obtenu le plus grand nombre de voix pendant le congrès de 3 jours du parti qui a pris fin vendredi à Luanda. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'assume mon rôle de président au sein de l'UNITA pour tous et pour tous les membres, qu'ils soient militants ou sympathisants, sans réserve ni exception. Je vais vous parler de ma stratégie pour le parti qui consiste à créer une nouvelle dynamique pour maintenir la cohésion, encourager le patriotisme et servir le peuple. Alberto Costa Junior remplace désormais Isaias Samakuva, qui a démissionné après 16 ans à la tête de cet ex-mouvement rebelle devenu formation politique. Samakuva, qui a pris la direction de l'UNITA en 2003, un an après la mort de son fondateur Jonas Savimbi, tué au combat contre les forces gouvernementales, a renoncé à diriger le parti, en disant qu'après 16 ans, il était temps de donner une chance à d'autres camarades qui ont aussi des idées et de l'énergie. L'ancien groupe rebelle a perdu toutes les élections depuis qu'il s'est transformé en parti politique en 2002. Les prochaines élections présidentielles et législatives sont prévues pour 2022. Au Burundi, à quelques mois des élections de 2020, Agathon Rwasa, ancien rebelle et principal opposant au régime du président Nkurunziza, a dénoncé des montages qui ne visent qu'à intimider ses militants. Ce politicien, aujourd'hui premier vice-président de l'Assemblée nationale, se dit néanmoins engagé et déterminé pour participer aux élections de 2020, quelles que soient les conditions. On l'écoute. L'objectif visé par ces montages-là, c'est d'arriver à radier le CNR, c'est arriver à nuire à Rwasa, c'est arriver à mettre en débandade les militants du CNR pour donner l'assurance à ses concurrents d'être tranquilles lors des élections qui arrivent. Le CNR est déterminé pour aller aux élections, quelles que soient les conditions politico-sécuritaires et environnementales. Nous devrons y aller parce que nous sommes sûrs que les Burundais ont besoin du changement. Vous demandez si je vais en exil ou si je vais me cacher? Non, je n'y vais pas. Allez-y leur dire qu'il n'est pas question qu'on aille en exil, il n'est pas question qu'on aille en cachette. En bref, au Soudan, un juge a fixé au 14 décembre prochain le verdict dans le procès pour corruption du président déchu Omar El-Béchir, poussé au départ en avril dernier par un mouvement de contestation inédite. En outre, il a été inculpé de possession illégale de fonds étrangers et utilisation frauduleuse de ces fonds, des accusations passibles de plus de 10 ans de prison. Le 12 novembre, les autorités soudanaises ont en outre émis un nouveau mandat d'arrestation à l'encontre d'Omar El-Béchir pour son rôle dans le coup d'État de 1989. Ce week-end, quelques dizaines de partisans d'Omar El-Béchir ont manifesté en disant leur opposition à tout transfert de l'ancien président devant la Cour pénale internationale.
À Madagascar, les habitants du village d'Amboï-Trimanyanka, à quelques kilomètres d'Antananarivo, ont décidé qu'ils ne quitteront pas leur rizière pour faire un peu de place à la capitale malgache qui étouffe. Le président Andry Rajoelina souhaite déplacer de quelques kilomètres une partie d'Antananarivo et de ses 3 millions d'habitants. Mais pour ce faire, il faut remblayer quelques 1000 hectares de rizières situées au nord-ouest de la capitale et donc exproprier les quelques centaines de familles qui y vivent. Voici le reportage. Ces rizières sont dans la famille de Jean Désiré depuis 5 générations. Pour étouffer leurs revenus, les agriculteurs de cette région se mettent à la pêche et aussi fabriquent des briques. Jean Désiré espère transmettre un jour ces terres à ses enfants, mais aujourd'hui, ses plans sont menacés par une expropriation dont il ne veut pas entendre parler. On n'échangera pas nos terres contre de l'argent. On n'acceptera pas non plus de déménager. Parce que la rizière a pu faire vivre nos ancêtres. La vente des briques permet de financer nos besoins quotidiens et de payer la scolarité de nos enfants. Et lorsque la récolte de riz est finie et que je ne gagne pas assez avec mes briques, je peux revendre ma récolte. C'est sur les rizières de Jean Désiré et d'autres habitants d'Amboutchmanzak, un village à quelques kilomètres d'Antananarive, que le gouvernement veut construire la nouvelle capitale malgache, Tanamaswanj. 600 millions de dollars d'investissement estimés pour construire les nouveaux ministères, des banques, des logements, des commerces, des entreprises. Mais pour cela, il faudrait remblayer 1000 hectares de rizières. En échange, le président de la République a proposé aux paysans de déménager à Bévoye, à plus de 700 km de la capitale malgache. Si vous avez une rizière d'1 hectare, en contrepartie, comme on parle de riz, allez, je vais vous donner 5 hectares à Bévoye. Indignés par cette proposition, des centaines d'habitants d'Amboutchmanzak ont manifesté leur colère. Rien qu'en vendant nos poissons, on peut gagner 7,50 € par jour. Vous êtes en train de détruire notre gagne-pain. Pourquoi donnez-vous des coups de pied dans nos marmites ? Face au mécontentement, l'État malgache a proposé un montant total d'environ 20 millions de dollars d'indemnités à plus de 700 familles et a indiqué chercher d'autres solutions. L'État est en train de chercher s'il y a à côté des rizières libres que l'État peut aussi acheter pour réimplanter les gens qui seront touchés par le projet et qui souhaitent encore rester dans le projet, dans les activités d'agriculture. On va chercher un terrain juste à côté pour construire des logements à caractère social. Le projet est une des nombreuses promesses de campagne d'Andry Rajoelina. Son objectif, faire de Tanamaswanj la plus belle capitale africaine. Le bureau du Fonds monétaire international au Bénin a procédé en début de week-end à une présentation de l'édition d'octobre 2019 des perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. Intitulé « Faire face à l'incertitude », le document prévoit que la croissance dans cette région devrait atteindre 3,2% en 2019 et monter à 3,6% en 2020. Reportage. Les locaux du Fonds monétaire international à Cotonou ont servi de cadre ce 15 novembre 2019 à une présentation sur l'édition d'octobre 2019 des perspectives économiques régionales. D'après le document intitulé « Faire face à l'incertitude », la croissance en Afrique subsaharienne devrait se maintenir à 3,2% en 2019 et s'accélérer à 3,6% en 2020. La croissance devrait être plus lente que prévu pour environ 2/3 des pays de la région. Cette révision à la baisse s'explique par une conjoncture extérieure plus difficile, des perturbations persistantes de la production dans les pays exportateurs de pétrole et une croissance inférieure aux attentes en Afrique du Sud. L'évolution de l'économie mondiale risque de freiner cette croissance. Ça fait partie des risques aux perspectives de croissance de l'Afrique subsaharienne. Et l'un des risques que nous allons prêter attention et qu'on a parlé déjà la dernière fois sont les vives tensions commerciales à l'échelle mondiale. Et comme le montre ce graphique, vous voyez très bien que l'Afrique subsaharienne n'a pas été épargnée par l'impact de ces tensions commerciales. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les exportations de la région ont ralenti ces derniers mois et on note un affaiblissement similaire dans tous les pays et dans tous les groupes de la sous-région.
Et au fait, en termes de conséquences, si on veut regarder un aspect chiffré, c'est que généralement, lorsque on fait les prévisions de croissance, soit on les maintient, soit on les révise. Et ce qu'on a constaté en prenant en compte ce risque qui provient des tensions commerciales, un grand nombre de pays de l'Afrique subsaharienne ont révisé les projections de croissance en 2019. Selon le document présenté, les perspectives de croissance varient considérablement d'un pays à l'autre en Afrique subsaharienne en 2019 et ultérieurement. La croissance devrait rester vigoureuse dans les pays pauvres en ressources naturelles pour avoisiner en moyenne 6%. En conséquence, 24 pays comptant environ 500 millions d'habitants verront leurs revenus par habitant augmenter plus vite que le reste du monde. Par contre, la croissance devrait rester lente dans les pays riches en ressources naturelles, avoisinant 2,5%. En conséquence, 21 pays devraient enregistrer une croissance par habitant plus faible que la moyenne mondiale. Les autorités publiques dans les pays d'Afrique subsaharienne doivent mettre en place beaucoup de réformes structurelles pour faire face à ces chocs et deux, pour aussi ouvrir des opportunités aux nouvelles générations qui arrivent. L'Organisation mondiale de la santé a affirmé qu'elle se prépare à tester une technique de stérilisation nucléaire des moustiques. Cela permettra de lutter contre certaines maladies comme la dengue ou le virus Zika. Les détails. Les chercheurs ont trouvé un moyen de stériliser les moustiques mâles en utilisant des radiations. Des tests ont montré qu'ils pouvaient ainsi réduire considérablement la taille de la population. La suppression de la population d'insectes selon la technique dite de l'insecte stérile est une méthode utilisée dans l'agriculture depuis plus de 50 ans pour lutter contre les ravageurs. Elle consiste à disséminer des insectes élevés en laboratoire et rendus stériles par irradiation. Les moustiques ciblés sont un type particulièrement difficile à contrôler, appelé Aedes albopictus, plus communément appelé moustique tigre asiatique, qui sont un vecteur majeur de maladies telles que Zika, la dengue et le chikungunya. La technique des insectes stériles est une méthode de contrôle des naissances chez les insectes par laquelle vous libérez des mâles stériles qui vont supplanter les mâles sauvages sur le terrain et induire la stérilité chez les femelles afin que leurs œufs n'explosent pas et que vous contrôliez la génération suivante. Et si vous le faites assez longtemps, vous serez en mesure de réduire et même, dans certains cas, d'éliminer la population cible. Nous avons déjà des preuves que la technique des insectes stériles est capable de réduire la densité de moustiques de manière très significative et nous devons maintenant prouver que cela aura également un impact sur la transmission de la maladie. Selon l'OMS, la capacité des moustiques à être porteurs de maladies et à les transmettre aux êtres humains entraîne des centaines de milliers de morts chaque année. L'organisation espère que l'utilisation de la technique de stérilisation des moustiques réduira le nombre de cas de dengue d'au moins 25% entre 2025 et 2030. Les pays sélectionnés devraient être connus début 2020 et les tests devraient durer plusieurs années. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.